je vais vous présenter le cours sur l'électricité et les grandeurs physiques que vous allez pouvoir exploiter dès cette année. En quatrième, vous avez peut-être abordé ça rapidement en cinquième l'an dernier. Alors tout d'abord, je vais faire quelques rappels très généraux sur les problématiques liées à l'énergie que vous avez dû voir en cinquième, notamment sur les relations entre limites physiques et développement économique. Cette partie-là, donc, et c'est pas ce qui est le plus important dans ce cours, mais je pense qu'il est nécessaire de comprendre un petit peu pourquoi on vous parle de ces choses-là. Alors, l'histoire du développement industriel, il démarre avec l'invention de la machine à vapeur autour du XVIIIe siècle. Il y a plusieurs dates possibles, surtout qu'on est souvent centré sur ce qui se passe en Europe pour ce qui est du développement technologique, sans regarder un peu ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Cette invention a été, on va dire, au cœur du développement industriel au XIXe siècle. Il existe un lien entre l'économie et la physique, alors qui paraît pas forcément évident, mais qu'on oublie parfois, surtout les économistes ou les physiciens. Il y a par exemple un lien entre la croissance économique, qu'on appelle parfois croissance du PIB, et aussi la croissance des besoins énergétiques. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, si on regarde ce petit schéma qui recoupe en fait l'évolution du PIB ou de l'évolution de la croissance économique, donc c'est en bleu, c'est GDP en anglais pour PIB, et les besoins énergétiques et en pétrole, on voit qu'il y a quand même une corrélation qui est plutôt bonne. Elle n'est pas parfaite, mais elle est très corrélée. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le niveau de vie, la performance économique, elle dépend directement de nos besoins en énergie. S'il n'y a plus d'énergie, l'économie s'effondre. En tout cas, dans ce qu'on a besoin aujourd'hui. Les besoins en énergie, ils ont évolué très largement au cours du 19e siècle avec l'industrie et ça a amené à développer sur 2 siècles et demi de nouvelles sources, sur 2 siècles, de nouvelles sources d'énergie. On est parti du charbon, pétrole, gaz naturel, hydraulique, avec du nucléaire, l'éolien et le solaire. Alors ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a une explosion de la demande énergétique. Depuis 1850, on voit qu'on n'est même pas sur du x10 ou x20, on est pas loin on est sur une explosion qui est à plusieurs zéros. Par contre, ce qui est aussi intéressant sur ce graphique, c'est que on voit que l'apparition de nouvelles sources d'énergie n'a pas fait disparaître ou n'a pas réduit la croissance des besoins dans les autres énergies. C'est-à-dire que l'apparition du pétrole n'a pas fait disparaître le charbon, ni même ne l'a fait réduire. De même que le gaz naturel, le nucléaire ou l'hydraulique. Tout s'est cumulé. Historiquement, ça signifie quoi ? Ça veut dire que la technologie liée à l'exploitation de ces nouvelles ressources n'a jamais permis de remplacer une ressource par une autre. Tout est cumulatif. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout bêtement parce que lorsqu'on parle d'énergie renouvelable et de remplacement, de substitution d'une énergie par des énergies propres, on ne sait pas faire. En gros, historiquement, ce qu'on voit, c'est que ça n'est jamais arrivé et que c'est un processus qu'on ne sait pas faire. Remplacer une énergie par une autre, ça n'a jamais existé. Quand il y a eu plus d'énergie, il y a simplement eu plus de croissance. Ça fait partie des défis qui vont être ceux de votre génération et du siècle en cours, c'est-à-dire faire ce qui n'a jamais été fait à ce niveau-là. Et ça inclut des raisons climatiques, mais également de disponibilité des ressources, puisque les énergies fossiles sont par essence, et les ressources non renouvelables sont par essence limitées, et ça pose la question de l'habitabilité de la Terre. Ici, vous avez même un exemple de ce qui se passe avec une croissance économique forte sur le stock restant de certaines matières premières, et en l'occurrence des sources d'énergie. Si la croissance économique continue, le stock et la durée de vie de ces stocks va réduire d'autant plus rapidement. Alors, on en vient aux considérations purement physiques, la tension et l'intensité électrique. La tension, qu'est-ce que c'est ? Alors, elle se note U, c'est une grandeur physique qui se mesure en volts. Un grand V. On le mesure avec un voltmètre et on le branche en dérivation. On a commencé à voir en TP avec certains élèves, et je rappellerai sur des dessins, des schémas un peu plus tard, ce que c'est qu'une dérivation.
Ceci, c'est un voltmètre. Alors, souvent, on a ce type d'appareil qui font aussi multimètre. Ici, on voit bien qu'il y a un petit V à côté de la valeur qui est précisée là. Elle mesure une différence de potentiel électrique et par analogie, donc on peut souvent comparer ça avec de l'eau, une rivière. C'est la pente qu'il y a ou la hauteur qu'il y a entre le point haut et le point bas d'un cours d'eau. Donc au plus il y a une pente forte et au plus il y a un dénivelé fort, au plus on va avoir un cours d'eau qui va être violent, et c'est un peu ce qu'il y a sur la tension électrique. C'est un peu cette idée-là. Le calibre du voltmètre, pour précision, il faut toujours le régler au-dessus de la valeur mesurée. Par exemple, si on attend 12 volts, il faut mesurer avec un calibre de 20. C'est un peu l'idée. Vous avez une canette de coca de 33 centilitres, vous avez un verre de 25 centilitres et un verre de 50. Si vous voulez verser votre canette de coca en entier, il faut utiliser le verre de 50. Sinon, ça va pas rentrer. C'est pareil à l'électricité, et si vous utilisez le calibre en dessous, vous pouvez cramer l'appareil. Ici, c'est juste l'illustration pour vous présenter ce que c'est que le différentiel de tension. Donc U, c'est la tension, et vous voyez la hauteur entre le point haut et le point bas, la différence de hauteur sur l'eau, ça peut correspondre finalement à cette notion de tension. L'intensité, c'est l'unité complémentaire, la grandeur physique complémentaire qu'on va utiliser en électricité. Elle se mesure en ampères, avec un ampère-mètre, et on le branche. Alors c'est pas en dérivation, je viens de voir. C'est en série, donc vous corrigerez, j'ai écrit une bêtise. Elle indique le passage du courant. Par analogie, il s'agit du débit de l'eau qui passe dans un tuyau qui s'écoule dans une rivière. Donc en fait, c'est la section, c'est la quantité d'eau qui peut passer dans un tronçon. Comme pour le voltmètre, il faut nécessairement utiliser un calibre qui est au-dessus de la valeur mesurée, sinon on va cramer le fusible de l'ampère-mètre. Ici, vous avez un vieil ampère-mètre qui est représenté, mais bon, c'est pas inintéressant. Alors, le courant, donc, il a des propriétés, mais il y a aussi des dangers qui lui sont liés. Alors, pour pouvoir observer un courant électrique, on a besoin donc de récepteurs. Donc, on parle de récepteurs isolés, c'est-à-dire des appareils ou des dipôles qui sont non alimentés par un courant, et où il n'y a pas de tension ni d'intensité électrique qui sont observés. Par contre, il peut y avoir des générateurs isolés, tels que les batteries, et là on va pouvoir observer une tension électrique et éventuellement une intensité qui en résulte. Les conditions normales d'alimentation électrique sont souvent indiquées sur les appareils, et elles permettent d'avoir un fonctionnement optimal. On parle de valeurs nominales en intensité et en tension, et ça correspond à l'usage normal. En dessous, on a une sous-utilisation, au-dessus, on risque d'abîmer les appareils. On parle de surtension ou de surintensité. En cas de surintensité, c'est le cas typique du multiprise, où on fait passer trop de courant électrique dans le câble si on met des appareils trop énergivores sur la prise électrique. En deçà de ces valeurs, donc comme j'ai dit, on dit que c'est sous-alimenté et que ça fonctionnera pas normalement. Le courant électrique, il peut être dangereux pour l'homme, c'est principalement lié aux propriétés de l'intensité. Plus elle est élevée, plus on risque d'avoir des dégâts sur l'homme. On peut avoir juste des blessures, mais on peut aller jusqu'à la mort. L'électrisation, c'est quand il y a un courant qui ne vous tue pas. L'électrocution, c'est quand ça vous tue. Là, vous avez une petite échelle de ce qui peut se passer. Donc 0,5 mA, on détecte quelque chose. 10 mA, ça crée une tension musculaire qui fait qu'on peut pas lâcher. À titre d'exemple, vos petites ampoules que vous utilisez font passer du 50 mA, donc on est déjà sur un courant qui peut faire une paralysie respiratoire, donc c'est pas rien du tout. Et 75 mA, fibrillation cardiaque irréversible, c'est-à-dire que c'est un arrêt du cœur, et 1 ampère, c'est arrêt du cœur complètement, et au-delà, vous risquez même une mort par échauffement. Pour faire des dessins, il y a des normes, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Ici, vous avez quelques exemples de dipôles que vous allez utiliser cette année. Je vous demande de faire très attention à ce que c'est qu'un interrupteur ouvert et fermé. Ouvert, c'est que ça passe pas. Fermé, c'est que ça passe. Les voltmètres et ampèremètres sont aussi à connaître. Et je vais revenir sur cette question de série de dérivation que j'ai mal notée tout à l'heure. Il existe des normes, donc les symboles sont universels, ou quasiment, enfin c'est pas tout à fait universel, mais donc il y a des normes d'un pays à l'autre qui sont conservées.
Les fils, c'est toujours représenté avec des lignes droites. Et donc les appareils, récepteurs, générateurs, on les représente par des symboles. On peut même représenter par exemple un corps humain à l'aide d'une résistance qu'on verra pas forcément dans ce chapitre-là, mais c'est une symbolique en fait. Alors sur le schéma ci-contre, il y a plusieurs choses qui ont observé. Là, l'intérêt pour moi, c'est de vous expliquer un petit peu. On voit une lampe ou ampoule, pareil, il y a un interrupteur, il y a un ampèremètre, un voltmètre, un générateur, et ça permet d'illustrer ce que je voulais dire tout à l'heure avec la dérivation. Vous voyez que le voltmètre, il se met aux bornes de l'appareil que vous souhaitez mesurer, c'est-à-dire qu'il fait pas partie du circuit principal, alors que l'ampèremètre, lui, il fait partie du circuit principal. Il est en série. Voilà. Bon, c'est tout pour ce cours. Je vous souhaite bon courage.